Chers collègues, merci d'être revenus en nombre pour cette deuxième conférence. Je sais que vous avez l'habitude, pour ceux qui sont habitués du Congrès des sciences, d'être dispatchés juste après la conférence inaugurale dans différentes petites conférences ou ateliers répartis dans les différentes sciences, y compris interdisciplinaires. Ici, il nous a semblé, puisque vous êtes tous enseignants et moi aussi, ou pour la plupart, face à ce problème d'intelligence artificielle, on parle souvent de ChatGPT, les étudiants qui commencent à faire leurs écrits, enfin, en gros, c'est pas eux, c'est plus eux qui les font. J'ai même, moi, personnellement, des étudiants qui m'écrivent dans leur rapport de stage que ça a été en partie réalisé par ChatGPT, et ils le citent comme référence. Bon. Donc ça nous a semblé, puisque c'est un problème qui touche tout le monde, qu'il fallait en parler ici au Congrès des sciences, et pour cela, nous avons invité the spécialiste. Si vous allez voir quand je vais vous le présenter, alors il s'agit de Michael Degère, vous l'avez. Alors Michael Degère est directeur du département des sciences informatiques à la Haute École Bruxelles-Brabant, Haute École où il a fait ses études, où il est devenu maître de formation professionnelle, puis maître assistant, maintenant directeur. Il est également auteur de nombreux ouvrages, conférencier, formateur pour adultes, chercheur pour le consortium numérique du Pacte pour un enseignement d'excellence, bref, futur ministre de l'enseignement, à moins que dans un avenir plus ou moins proche, le futur ministre de l'enseignement soit juste une intelligence artificielle. Ce sera peut-être pas plus mal. Je lui laisse la parole. On peut l'applaudir, hein, parce que... Je pense que tu veux, je t'en prie. Merci pour cette introduction. Je suis surpris d'avoir fait autant de choses dans ma vie, je te remercie. Je ne sais pas si l'avenir sera celui que tu imagines, mais nous verrons vers quoi nous serons dirigés, y compris effectivement au regard de cette fameuse intelligence artificielle dont nous allons parler aujourd'hui. Donc merci pour l'invitation, merci à tout le monde d'être présent pour écouter ceci. Alors je suis très heureux parce que ça fait 2 ans maintenant que je suis directeur d'école et que je n'ai plus fait de communication d'ordre conférence, donc ça me ramène à mes premiers amours, comme enseigner, communiquer, donc un grand merci pour cette invitation. Pour faire un lien rapidement avec ce qui a été dit ce matin, quand même, pour que vous ayez une continuité et un fil rouge dans la communication, eh bien, M. Romainville vous a parlé effectivement du nouveau référentiel des sciences. Il a un petit peu touché aussi les autres référentiels. Et moi, j'avais été invité à travailler sous sa houlotte, entre guillemets, sur le référentiel FMTTN, la partie numérique. Donc, vous allez voir qu'effectivement, pas mal de réflexions qu'on a aujourd'hui vont s'intégrer dans le tronc commun des enfants parce que une des plus grosses préoccupations de l'IA, c'est de la comprendre et de la maîtriser et d'utiliser à bon escient. Et bien pour ça, il faut être formé et éduqué à cela aussi. Et pour cela, l'école a un rôle. Et donc dans son rôle, il y a aujourd'hui des référentiels qui se créent et des contenus pour permettre à ces élèves d'être des citoyens responsables, qui comprennent le monde et notamment l'IA. Donc voilà, petit lien avec la conférence d'aujourd'hui. Et puis après, comme tout bon conférencier, il paraît que pour que ça marche bien, il faut vous faire rire dans les 2 premières minutes. Je vous passe une petite vidéo. Ah non, ne recommence pas à m'emmerder avec tes histoires de ChatGPT. Je n'en peux déjà plus, moi, de cette intelligence artificielle, ça me fout les boules. Mais quoi, c'est vrai, déjà de base, l'être humain est con comme une brindille. Mais si en plus maintenant, on crée des programmes pour réfléchir à notre place, on est foutu. Franchement, je pensais pas que ça arriverait si vite, ce truc, mais en fait, si, on y est. Moi, quand j'étais jeune, l'intelligence artificielle, elle s'appelait Mathéo, c'était l'intello de la classe. On lui posait n'importe quelle question, il répondait à la perfection, ce petit con. Ah ben maintenant, c'est terminé, ils servent plus à rien, les binoclaires du premier rang. Pas plus tard qu'il y a pas si longtemps, ma filleule de 6 ans avait un devoir à faire à la maison. Eh ben, elle a utilisé ChatGPT pour le réaliser. Si, je te jure, en cachette. Résultat des courses, elle a ouvert une start-up en moins de 24 heures, elle est multimillionnaire. Alors qu'entre nous, elle est bête comme sa mère. Ah si, elle est con comme un poilon griffé. Ah, tu rigoles, toi, mais en attendant, moi, je connais plein de gens qui n'écrivent même plus leur mail eux-mêmes. On relance la suite. Il demande à ChatGPT et hop, dans la foulée, emballer, c'est pesé. Moi, j'ai voulu écrire un mail avec ChatGPT, c'était tellement bien écrit, j'ai dû rajouter des fautes. Non, c'est pas pour moi l'intelligence artificielle et toutes ces conneries. J'ai encore un agenda papier avec des stabilos de couleurs. Le métaverse, la crypto-monnaie, l'intelligence artificielle, le web 3.0 et maintenant ChatGPT. Je comprends plus rien, moi. ChatGPT, sans mauvais jeu de mots, ça sent pas bon cette histoire. GPT, ça... Pardon.
L'un des fondateurs de l'intelligence artificielle démissionne de chez Google. Ce que nous avons créé est terrifiant. Purée de bordel de cul, mais si l'inventeur a peur de son invention, on est foutu de chez foutu. Mais j'en fais des caisses, oui et non. Ça va partir en cacahuète cette histoire. Ah, mon Dieu, si ça tombe, je suis en train de te parler, mais t'es un robot. Oui, mais comment être sûr que c'est bien toi maintenant, Jean? Eh ben, prouve-moi que t'es débile. Tu sais que maintenant, même sur Snapchat, tu peux parler à une intelligence artificielle. Ah oui, et elle est plus vraie que nature, hein. J'ai essayé de la draguer un peu pour tester le bazar, tu parles? Elle m'a foutu un râteau. Plus vrai que nature, je te dis. Ils disent même que dans le futur, l'être humain tombera amoureux de l'intelligence artificielle. On aura des histoires d'amour avec des robots intelligents et les rapports sexuels disparaîtront. Moi qui n'ai encore rien fait avec mon zigouigouif, là, dis pas qu'on évolue dans un monde où on pourra plus faire crack boom U. Non, franchement, sur ce coup-là, j'ai pas de chat, hein. Chat GPT. Un homme se suicide après avoir discuté 6 semaines avec une intelligence artificielle. C'est une blague cette histoire, dans quel pays c'est possible un truc pareil? L'homme en question provenait de Belgique. Oh, c'est pas possible, pourquoi on finit toujours par faire parler de nous? En tout cas, je n'utiliserai plus jamais de chat GPT. Bon, sauf pour des petites rédactions et des petites questions anodines, mais je veux dire... Hein? Dis, tu m'écoutes quand je te parle, tu vois que t'es un robot, t'es déchargé, c'est ça? Chat GPT, comment vérifier si son colocataire est un robot ou simplement un trou du cul fini? Voilà, comme je n'étais pas le meilleur comique, j'ai pas demandé à Guillaume de faire ça, c'est un grand merci. C'est un peu long, mais j'ai pas osé couper. Donc voilà, vous avez un petit peu toutes les problématiques que le citoyen pourrait se poser par rapport à l'intelligence artificielle, résumées sous cette boutade un petit peu. On ne pourra pas tout aborder en 1 heure, on ne pourra pas parler de tout ce qui peut changer dans le monde et tout ce qui peut inquiéter. On va quand même se limiter au champ de l'éducation. Et pour faire l'exercice complètement, c'était l'avantage de faire une nouvelle présentation, j'ai tenté de faire la conférence avec l'IA. Donc, vous allez voir qu'on a coécrit tout ce qu'on va vous dire. On est 2, moi et cette machine virtuelle, ce logiciel, on verra comment on pourra l'appeler plus tard. Et donc, vous allez dans les différents contenus observer 2 codes couleurs. Quand vous avez un fond bleu ciel, c'est une proposition de l'IA. Quand c'est un fond blanc, c'est une proposition de ma part. Et donc, par exemple, pour la première chose que j'ai demandé à l'IA, c'est s'il fallait faire un menu du jour pour une conférence sur l'IA dans le cadre du Congrès des sciences organisé à Lyon, que j'ai mis un maximum d'informations, il m'a proposé un menu. Donc j'ai retenu pas mal de titres et puis d'autres que j'ai trouvé qu'il manquait ou que j'ai légèrement adaptés. Il m'avait fait 10 propositions, ça ne rentrait pas, me semble-t-il, dans le timing, j'ai un peu adapté, donc voilà. Les images, même chose, l'image de gauche, c'est sa façon à lui de présenter le menu du jour. Alors, voilà, vous voyez qu'il n'est pas toujours performant dans tout ce qu'il fait non plus. Mais voilà, vous allez voir, tout le long, il y a des choses que j'ai faites, des choses que lui a fait, et puis à la fin, on verra qui aura gagné, qui aura fait le mieux son travail. Donc, pour les différents contenus, je vous ai laissé le temps de le lire, je pense, sinon vous allez les voir apparaître au fur et à mesure de la présentation. Donc, première chose qui est intéressante de faire, c'est d'essayer de définir ce qu'est l'IA. Alors, moi, en tant qu'être humain, je vois 2 mots, j'essaie de définir les 2 mots indépendamment. Et donc, je prends intelligence, et déjà, c'était la catastrophe, essayer de définir l'intelligence. Il n'y a pas 2 chercheurs qui sont d'accord, il n'y a pas 2 personnes à qui je posais la question qui m'expliquent la même chose. Donc, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, vous avez votre vision de l'intelligence, ça va. Par contre, l'artificiel, ça, c'est intéressant. Et c'est notamment ce que faisait comme référence Guillaume par rapport à ce fameux décisionnaire chez Google qui a démissionné. C'est que cet artificiel, c'est-à-dire que nous allons pour la première fois, et c'est marqué ici, devenir des... Enfin, il y a un processus humain qui crée une intelligence. Donc, ce n'est pas un processus naturel, ce n'est pas l'être humain qui, au fil et à mesure du temps et de son évolution, devient intelligent. C'est quelque chose que l'on a créé nous-mêmes. Et là, on a des questions théologique d'un côté où on se dit est-ce qu'on devient les nouveaux dieux d'une création, on a créé l'homme qui est intelligent, aujourd'hui l'homme crée la machine qui est intelligente, est-ce qu'on a ces questions philosophiques? Et d'un autre côté, on peut aussi imaginer préférer la version de Darwin, surtout quand je parle avec des scientifiques généralement, où on peut se dire c'est l'évolution. Est-ce qu'aujourd'hui l'évolution n'est plus naturelle mais elle est programmée et c'est nous qui construisons notre évolution, et peut-être que demain ce n'est pas l'évolution naturelle mais l'évolution construite par l'être humain. Voilà, il y a de quoi se prendre la tête vachement et de quoi démissionner après quelques mois de réflexion et d'écrit là-dessus. J'ai pas trop aimé cette vision divisée, donc j'ai cherché plutôt dans la littérature. J'ai cherché le plus ancien que je pouvais trouver, en 68, pour voir un petit peu ce qu'on pouvait nous dire à ce moment-là. Donc à ce moment-là, on parlait simplement de la création de tâches. Donc est-ce que l'ordinateur pourra faire des tâches à notre place, des tâches qui pour l'instant sont trop compliquées parce que l'être humain est supérieur. C'était la vision qu'il y avait en 68. En 2017, c'est l'Europe qui a tenté de faire sa définition. Alors j'ai pris celle-là parce que je voulais quand même vous montrer aussi comment quelqu'un qui n'est pas spécialiste, l'Europe n'est pas en elle-même spécialiste, elle prend les avis de tout le monde et essaie d'en faire une définition, voit l'IA en 2017. Et là, il y a plein de questionnements sur la vision de l'Europe. Elle parle de reproduire des comportements. Est-ce que l'IA reproduit des comportements? On va en parler aussi. Et elle parle de capacité de raisonnement, de planification et de créativité. Est-ce qu'une machine peut être créative? C'est une vraie question. Et s'il est capable de programmer la créativité,
si elle est programmable, c'est que c'est un ensemble de savoir-faire et donc pas de la créativité vraiment. Ça pose plein de questions aussi, on va essayer d'aborder tout ça. Et finalement, la meilleure définition, c'est pas moi qui l'ai eue, c'est ChatGPT lui-même, en disant que pour lui, c'était, je vais la lire, se réfère à la capacité des machines, spécialement des ordinateurs, à exécuter des tâches qui requièrent normalement une intelligence humaine. Ces tâches incluent la résolution de problèmes complexes, l'apprentissage à partir d'exemples, etc., etc. L'IA vise à créer des systèmes qui peuvent simuler certains aspects du comportement intelligent, comme la compréhension du langage naturel, la vision, la prise de décision et la résolution. L'intelligence artificielle aujourd'hui, ce n'est pas seulement donner des réponses à des questions qu'on pose, c'est aussi comprendre la question qu'on lui pose. C'est quelque chose de très différent. Google n'est pas en tant que tel une IA, vous posez une question, il donne des résultats. Ici, l'IA va analyser, essayer de comprendre ce que vous voulez savoir, qui vous êtes, pour donner la réponse adaptée à vous et à vos besoins à un moment précis. C'est un peu ce qui est dit à la fin. Mais il parle toujours de l'exécution de tâches, et donc on est toujours dans des savoir-faire plus que dans des compétences. Est-ce que l'IA, c'est peut-être le remplacement de nos savoir-faire? On va en parler aussi. Pour vous rassurer, l'IA, ça fait longtemps qu'elle est là, en tout cas dans vos quotidiens. Si vous prenez les GPS, vous en avez quasiment tous déjà manipulé, j'imagine, c'est quelque chose de fréquent, eh bien, nous avons au départ GPS, c'est Global Positioning System, donc c'est juste le fait d'être positionné sur Terre, ça c'est un GPS, on sait où on est. Et puis après vient la programmation des informaticiens pour essayer d'imaginer tous les chemins possibles entre un point A et un point B, le point où vous êtes situé, le point où vous devez aller, et ils ont programmé quelque chose. La première manière de programmer, c'est imaginer tous les chemins possibles, c'est programmer toutes les destinations. Imaginez bien que ce n'est pas possible d'imaginer tous les points de départ et tous les points d'arrivée. Donc il faut créer un programme, non pas qui connaît et qui va chercher dans une base de données les chemins, mais qui va construire des chemins au fur et à mesure. Et ça, c'est déjà une IA. Elle va construire, le programme ne connaît pas la réponse au départ, elle n'a pas été écrite, mais la manière de résoudre le problème va être faite par la machine et le chemin va vous être proposé. Ça, c'était les premières IA que vous avez manipulées, je pense, quotidiennement. Le chemin entre un point A et un point B créé par une machine dans son entièreté. Puis ces IA vont évoluer, vos systèmes aujourd'hui ont évolué. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent compte du trafic. À un moment, on avait des coyotes dans les voitures, on devait dire il y a un accident, il y a ceci, il y a cela. Aujourd'hui, c'est même plus nécessaire. Les voitures analysent les GPS analysent que vous ralentissez. Si vous ralentissez, c'est peut-être qu'il y a un obstacle. Si tout un nombre de véhicules ralentissent, c'est qu'il y a un bouchon. C'est enregistré. Le GPS va donc du coup vous proposer un autre chemin. On améliore également l'intelligence de l'outil. De la même façon, vous allez devoir partir demain matin pour aller à l'université de Namur et être à l'heure, ce qui était mon cas hier soir. Eh bien, le GPS m'a proposé la meilleure heure de départ pour être sûr d'être à l'heure, parce qu'il a aussi des données statistiques qu'il a pu traiter pour me proposer, dans mon chemin particulier, un temps particulier qui était effectivement plutôt pas mal exact. Il n'a pas prévu les bouchons et il n'y en a pas eu ce matin. Donc, il a tenu compte aussi des périodes de congé de l'université. Pour vous montrer que c'est encore beaucoup plus vieux que ça, l'IA, en 1950, c'est peut-être les premiers instants où j'ai envie de vous parler d'IA. On peut en parler avant, évidemment, dans les romans et autres, mais en 1950, c'était l'arrivée du test de Turing. Je ne sais pas si vous voyez, vous voyez certainement qui est Turing, le créateur de choses près de l'informatique. Mais ce test de Turing, pour vous le montrer, j'ai demandé à l'IA de vous faire une image. Alors, je ne sais rien en faire, du coup, j'ai fait la mienne. Le test de Turing, c'est la première fois que quelqu'un s'est posé la question et a écrit un ouvrage là-dessus sur comment savoir si l'intelligence artificielle est efficace ou pas, tout simplement. Et donc l'idée est très bête, mais il fallait le faire, il fallait y penser à ce moment-là. C'est en bas, vous avez un être humain, derrière un mur, vous avez une machine et un être humain. Nous posions des questions aux machines et à l'être humain, et à nous de savoir lequel était la machine, lequel était l'être humain. C'est aussi bête que ça. Et dans les années 50, 60, 70, 80, il était assez facile de savoir qui était la machine parce qu'elle était plutôt bête. On peut parler d'intelligence, on peut parler de bêtises aussi. Aujourd'hui, pendant les années 2010, 2020, on était pratiquement en égalité. Et aujourd'hui, c'est de nouveau facile de reconnaître la machine parce qu'elle est maintenant plus intelligente que nous. Donc ces réponses sont meilleures que les nôtres. On dit, c'est pas possible, un être humain ne peut pas savoir autant de choses. Et donc effectivement, les questions posées qui incorporent des concepts scientifiques. On a divisé les savoirs à l'école, les sciences, les maths, le français, etc. On est tous un peu spécialistes de sa discipline. Lui, il est spécialiste de tout. Donc à un moment, il faut réfléchir des choses qui sont avec des contingents. Ils peuvent tout prendre en considération. Et là, on se dit, c'est plus la machine, c'est plus l'être humain, c'est la machine. Donc on fait encore des tests de Turing aujourd'hui, évidemment programmés. Mais voilà, ça date de 1950, cette proposition. En 1956, les premiers cours sur l'IA. Donc vous voyez que ça fait quand même déjà longtemps. En 1966, l'arrivée du premier chatbot. Alors les chatbots, ce sont les petits chats avec derrière, non pas un humain, mais un robot qui discute avec vous. Ces années-là, c'était au téléphone. Appuyez sur 1 pour faire ceci, appuyez sur 2. Et voilà, ce n'était pas très intelligent, mais aujourd'hui, ça va quand même devenir quelque chose d'assez impressionnant. En 97, ou 97 pour les Français qui seraient là,
C'est la première fois qu'on arrive à battre, dans un jeu de société complexe, un être humain. Le champion du monde de jeu d'échecs est battu par l'IA. Donc l'IA joue mieux aux échecs que n'importe lequel d'entre vous, ça vous pouvez être certain, et même que moi. En 2011, nous avons Siri qui se lance. Donc l'IA s'intègre dans nos téléphones de façon orale. Donc on n'a même plus besoin de savoir écrire pour poser des questions. Il suffit de parler à sa machine pour qu'elle nous réponde. Donc l'IA s'accapare la voix. Et en 2017, donc il y a maintenant 6 ans, le dernier jeu de société dans lequel nous pouvions encore gagner, c'est fini. Le jeu de société le considéré le plus complexe à programmer, c'était le jeu de Go. Et le jeu de Go, le champion du monde a été battu en 2017 par une IA qui gagne maintenant à chaque fois contre tous les champions du monde qui viennent. Donc on ne peut plus gagner au jeu de société, c'est pas trop grave. On va bientôt plus pouvoir gagner dans grand-chose, ça sera plus compliqué. D'après l'université de Yale et de Harvard, il y a même 50% de chances qu'en 2050, toute l'intelligence humaine soit dépassée. Donc voilà, c'est pas trop se mouiller de dire 50% de chance, mais bon, voilà. Ils ont quand même l'inquiétude de se dire qu'il est possible que dans quelques années, on soit dépassé clairement dans les machines. Et 2050, on va le connaître quasiment tous ici. Voilà. Et nos enfants, c'est certain, ils vivront dans ce monde-là. Allez, je vais encore pousser plus loin les extrêmes au niveau de ce qu'on vit aujourd'hui et de ce qu'on imaginait à l'époque. Donc très difficile de se projeter en 2050 tel qu'ils ont essayé. En 1818, je ne sais pas si vous avez reconnu une image, vous sortez le roman Frankenstein, où vous aviez déjà les prémices de l'intelligence artificielle, parce qu'on essayait de rendre une construction humaine intelligente et non pas un être humain dès le départ. Et donc nous avions, depuis ces romans-là, la vision de l'IA comme étant un être humain informatisé. Quand on regarde aujourd'hui ce que nous avons comme IA, nous n'avons pas des androïdes en face de nous. Nous avons des logiciels spécialisés, par exemple. Là, vous avez les deux plus connus du moment, à savoir ChatGPT à gauche et Bing de Microsoft, qui est le petit nouveau à la mode. Et ce qui a changé entre 1818 et 2023, et ce que j'essaie de vous faire comprendre dans ces quelques dias d'introduction, c'est que l'IA ne ressemble pas à l'homme, malgré qu'on parle d'intelligence humaine. Okay, on va comparer nos intelligences, mais pourtant, on n'a pas du tout les mêmes fonctions. Donc on pourrait cohabiter très facilement, et ça c'est le côté rassurant que je vais vous donner par la suite. Mais l'image 1, elle est très trompeuse. Pourtant, on l'a vu et revu. Si vous avez regardé 5e élément, par exemple, un film quand même culte, quand le héros monte dans un taxi, c'est un androïde qui conduit le taxi. Il n'y a rien de plus stupide que d'imaginer que l'être humain ait la meilleure composition physique pour conduire une voiture. C'est débile. On a un volant, est-ce qu'on a besoin d'un volant? Non, on a besoin de tourner, mais un volant, c'est parce qu'on est un humain. Une machine n'a pas besoin d'un volant. Une machine n'a pas besoin de pédale. Une machine n'a pas besoin d'embrayage, etc., etc. Et donc, la vraie IA, c'est celle qui va nous permettre de transformer des concepts comme l'automobile en quelque chose de novateur. Et pour l'instant, on est franchement loin. Ça ressemble encore à nos vieilles bagnoles. Mais il est clair que l'IA, dans l'avenir, va nous proposer d'autres solutions de déplacement, avec d'autres manières de concevoir le déplacement. Et donc, on va peut-être perdre nos autoroutes, on va peut-être perdre nos panneaux de signalisation, on va peut-être perdre le code de la route, parce que ce ne sera plus utile d'en avoir s'ils peuvent trouver des solutions meilleures, gérées sans notre présence, toujours à notre service, bien évidemment. Donc, c'est la première chose qui a changé entre la vision 1818 et la version d'aujourd'hui. Il y a encore des films avec des androïdes, et il y aura peut-être des androïdes, notamment sexuels, qui vont sortir. Ça, c'est clair que l'être humain cherche encore à se rapprocher de quelque chose qui ressemble à l'homme pour certaines situations. Mais si vous prenez le domaine bancaire, par exemple, ils n'ont pas du tout fait ressembler les automates à des êtres humains. C'est des écrans et des boutons. Pourtant, on aurait pu avoir quelqu'un qui nous ressemble. Deuxième chose qui a grandement changé entre la vision Frankenstein et la vision d'aujourd'hui, c'est que Frankenstein était un petit peu programmé par l'homme, construit par l'homme, le mettait derrière et il le construit. Aujourd'hui, en réalité, l'IA, elle se construit elle-même. Donc pendant des années, on la nourrissait, on la faisait avancer. Aujourd'hui, on l'a appris à apprendre. Donc on peut être des compétences d'apprendre à apprendre. Mais ici, on a fait la même chose avec les machines, et c'est ce qu'on appelle le machine learning. D'un autre côté, il y a également les réseaux de neurones artificiels. Pour vous expliquer ces deux concepts, j'ai de nouveau ouvert le match de boxe. J'ai demandé à ChatGPT de vous expliquer un, et moi j'explique l'autre. On va voir lequel de deux vous avez le plus aimé. Alors, pour tenter celui de ChatGPT, on va le faire en live. Donc, je vais aller sur ChatGPT. Alors, regardez pas les conneries que j'ai écrites au-dessus, c'était des tests audio. Je vais lui poser la question. Donc, je t'invite à expliquer au Congrès des sciences organisé en Belgique, je vais même faire plaisir, en direct, aux invités, ce qu'est le machine learning de façon rapide et simple. Bien sûr, voici une explication rapide et simple du machine learning que vous pourriez utiliser lors d'un congrès scientifique en Belgique. Le machine learning, ou apprentissage automatique, est comme une baguette magique pour les ordinateurs. Imaginez que vous vouliez apprendre à reconnaître les différents types de fruits.
Au lieu de donner à l'ordinateur une liste de règles spécifiques pour chaque fruit, vous lui montrez des milliers de photos de fruits avec leur nom. L'ordinateur analyse ces images et apprend à repérer les caractéristiques uniques de chaque fruit par lui-même. Ensuite, lorsque vous montrez à l'ordinateur une nouvelle photo d'un fruit, il peut deviner de quel fruit il s'agit en se basant sur ce qu'il a appris auparavant. C'est comme si l'ordinateur utilisait son propre cerveau pour comprendre et interpréter les informations. Le machine learning permet aux ordinateurs d'apprendre et de s'améliorer à partir des données, sans qu'il soit nécessaire de programmer explicitement chaque étape. Cela les rend incroyablement puissants pour résoudre des problèmes complexes et pour trouver des modèles cachés dans de grandes quantités de données. En somme, le machine learning est une manière intelligente pour les ordinateurs d'apprendre et de devenir de véritables experts dans divers domaines. Ça vous a convaincu? Il a bien fait en tout cas. Son expression n'est pas encore au top, mais son écriture est plutôt pas mal. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je vais vous donner mon explication du deuxième, ça vous pourrez comparer. Peut-être juste vous dire évidemment que la réponse qui est faite ici est une réponse qui m'est adressée à moi et qu'il a appris à me connaître et qui me fait toujours des analogies. Maintenant, chaque fois qu'il doit me présenter quelque chose, il me fait un lien avec quelque chose d'autre que je connais déjà. Il a compris que c'est comme ça que je fonctionne, par un lien dans mon esprit. Si vous posez la question à ChatGPT, vous aurez une autre réponse, évidemment. Si c'est la première fois, vous aurez une réponse un peu bateau, et puis, plus et à mesure, vous allez avoir des choses plus liées à votre manière cognitive d'apprendre, et c'est là qu'on rentre doucement dans les concepts éducatifs que va permettre l'IA. Donc, je reviens à mon contenu. Donc, vous avez compris, j'espère, ce qu'était le machine learning. En gros, on a des photos, on finit par s'habituer à les reconnaître, et on arrive à en sortir un modèle. Et pour tout ce qui est les concepts neuronaux, qu'est-ce qui se passe si maintenant je donne ça à une IA, c'est-à-dire une banane rose qui sent la pastèque? Là, on va avoir un problème parce qu'on aura passé des années à montrer des bananes. Et donc, elle a la forme d'une banane, elle a peut-être le goût d'une banane, si l'IA pouvait la goûter, etc. Mais il y a quand même un élément qui pose problème, c'est sa couleur et son odeur. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va questionner non pas une IA, c'est faux de penser que l'IA, elle est toute seule. Derrière l'IA, toute une série de petits logiciels qui ont chacun leurs compétences. Et donc, un neurone, un logiciel, va analyser la forme, par exemple, et va dire, bah oui, c'est une banane. Le deuxième va analyser le goût, bah oui, c'est une banane. Le troisième va analyser la couleur, non, c'est pas une banane, c'est autre chose. Quatrième va faire l'analyse, ça sent quoi? Ça sent le melon, donc c'est pas non plus une banane, etc., etc. Et puis on commence à discuter entre eux. C'est quand même vachement une banane quand même, mais non, c'est pas une banane parce que ceci. Et puis à la fin, ils n'ont quand même pas été idiots. L'IA va pas me dire c'est une pastèque, ou c'est une banane, ou c'est un jouet. Il va me dire c'est une banane rose qui sent la pastèque. Parce que chaque élément de réflexion, chaque programme n'aura pas réussi à convaincre l'autre, et donc ensemble ils vont dire c'est une image artistique, c'est une création, ça n'existe peut-être pas, mais j'arrive à le définir ce que c'est. C'est ça le concept de neurone. C'est pas chaque programme de son côté, c'est tous ensemble qui résolvent un problème complexe. Je ne sais pas qui aurait été le meilleur entre lui et moi. J'ai aussi fait moi j'ai fait l'exemple, il a fait l'analogie. Si vous voulez vous amuser avec ça, et je suis toujours un peu fâché quand j'entends que l'IA c'est un travail des informaticiens. En fait, c'est une multitude de disciplines qui se mettent en même temps au travail. Et si par exemple vous réfléchissez juste à des concepts comme la déduction, l'abduction ou l'induction, en gros, Socrate est un homme, donc tout homme est mortel. Pardon, Socrate est un homme, tout homme est mortel, donc Socrate est mortel. Ça, c'est facile à programmer. Hein. Par contre, Socrate est mortel, tout chat est mortel, donc Socrate est un chat, c'est faux. Ce qui est pourtant la première version de voir les choses. Donc ça, il faut le programmer pour que la machine, au bout d'un moment, ne se trompe pas, ne mélange pas tout, parce que de base, ce n'est pas simple de déduire la compréhension humaine. Et donc aujourd'hui, ce sont des psychologues, des psychopédagogues, des spécialistes disciplinaires et autres qui vont nourrir l'IA de bonnes et de mauvaises réponses pour lui apprendre à faire des déductions, des abductions, des inductions, etc. etc. Pour vous permettre, pardon, je vais boire un petit coup d'eau. Pour vous permettre d'évaluer les IA, parce qu'il y a aussi des IA de différents niveaux, il y a deux propositions que je peux vous faire. Il y a d'abord les IA étroites. C'est ce que vous allez le plus rencontrer dans les domaines scientifiques, par exemple. C'est celles qui sont liées à un domaine. Comment l'IA qui fait, par exemple, un labo virtuel, l'IA qui résout un problème scientifique, etc., etc. Et puis, vous avez des IA générales, ou généraux, qui sont notamment ChatGPT, capables de répondre à tout de manière très, très, très globale. Dans ces IA étroites et dans ces IA générales, vous avez des IA faibles et des IA fortes. Les IA faibles, en gros, elles vont pratiquement faire des savoir-faire. Elles vont faire à votre place. Par exemple, donne-moi la définition de quelque chose. Elle va chercher plusieurs définitions, elle va les croiser, elle va vous la donner.
Là où vous avez des IA fortes, elles vont quasiment tenter d'arriver au niveau des compétences et donc pouvoir essayer de comprendre votre question, d'analyser, de répondre selon un axe particulier et donc être presque créative. Je vous montre 2 exemples. IA faible et étroite, Amazon, qui toutes les semaines me conseille d'acheter mon propre livre. Voilà. C'est très étroit, c'est typiquement que les livres, rien d'autre, que le catalogue Amazon. Et de l'autre côté, c'est faible. Pourquoi? Parce que sa simple logique derrière, c'est quels sont les livres qui pourraient intéresser selon mes habitudes d'achat. Mais une IA un peu plus intelligente, un peu plus élaborée que celle-ci qui est faible, va bien se rendre compte au bout d'un moment qu'aucun auteur n'achète ses propres livres. Et là, vous passez à l'IA d'un niveau supérieur. Donc c'est là que ChatGPT commence à être impressionnant par rapport à Amazon. Et quand je demande à ChatGPT, qui est une IA forte et générale, de par exemple créer des slogans pour mon école, ils sont tous pertinents. Alors j'ai quand même osé lui demander un truc très compliqué parce que j'avais pas envie de le faire. Peux-tu faire les attributions de mon département pour tous mes enseignants, pour mes étudiants, les horaires et tout? Il m'a quand même envoyé chier. Alors, c'est pas qu'il voulait pas le faire. Il me le dit d'ailleurs, hein, il s'excuse un peu. Cependant, je peux vous aider si vous voulez. Mais c'est surtout qu'il manquait de données en fait. Il est capable de le faire, je pense. Aujourd'hui, il serait capable de le faire. Mais pour ça, il faudrait que je lui fournisse toute une série de choses. Et certaines choses lui posent aujourd'hui à lui des problèmes éthiques. Même pas à moi, à lui. Il me dit cela m'impliquerait que vous me fournissiez des infos privées sur les disponibilités de vos profs, les jours où ils ont cours, etc. Et je préférais pas les savoir. Pas mal. Allez, on passe en pédagogie, il est temps. Pour ce qui est de l'arrivée de l'IA dans la pédagogie, j'ai envie de vous dire que pour moi, au niveau des évolutions technologiques, c'est la 3e importante. On peut en rajouter plein, on peut en enlever, on peut discuter. Il y en a 3 sur lesquelles je veux revenir en tout cas. La première, qui était pour moi la première technologie à arriver à l'école et être super importante, c'était l'imprimerie. Alors on quitte un peu le monde de l'IA, mais c'est super intéressant, vous allez voir pourquoi. Parce que ça a révolutionné la question de l'enseignement pour une simple raison, c'est que les savoirs se sont déplacés. Monsieur en a parlé juste avant moi, en expliquant effectivement que le savoir n'est plus le monopole des enseignants, aujourd'hui sur Internet. À l'époque, déjà, se posait la question, il n'est plus le monopole des anciens, de ceux qui savent, de ceux qui vont transmettre. Ils étaient déjà maintenant mis dans des ouvrages, heureusement pour les enseignants, pas toujours disponibles en temps réel, et donc on pouvait encore se cacher derrière « moi je sais, je t'enseigne ». Mais des questions se posaient déjà. Va-t-on perdre notre mémoire? C'était Thomas Edison qui écrivait en 1912 qu'il s'inquiétait de savoir si on allait perdre notre mémoire si on écrivait tout dans les livres. Donc il ne faut peut-être mieux pas donner les livres aux gens parce qu'ils risquent de plus mémoriser. Il avait trouille bleue de ça. Et donc du coup, par l'avenir, doit-on encore mémoriser? Aujourd'hui, on s'inquiète de ce que les enfants ne retiennent plus aucun numéro de téléphone. Je vous rappelle qu'il y a 20 ans, on écrivait quand même dans un répertoire téléphonique aussi. C'est juste que l'outil a changé et qu'on l'a avec nous. Mais voilà. Du coup, vous avez peut-être deviné la 2e révolution, c'est l'Internet. L'Internet était une opportunité pour l'école qu'elle va saisir ou qu'elle est en train de saisir avec beaucoup, beaucoup de retard. Là où je vous parle d'IA, le nouveau programme dans lequel j'ai collaboré, donc je peux me jeter la pierre aussi, va seulement apprendre à écrire des courriels. Donc les étudiants vont maintenant apprendre à écrire des courriels en 2023. Et moi, je vous parle d'IA qui ne sera pas dans le programme avant qu'on refasse une prochaine réforme du programme. Donc on a un peu de retard, on en a parlé aussi tout à l'heure. Et qu'est-ce que ça change? Simplement que les savoirs se déplacent toujours, c'est la même DIA, c'est juste rajouté, et l'accès est simplifié. Donc là où les savoirs avant, ils n'étaient pas toujours accessibles, aujourd'hui ils le sont pratiquement pour chaque étudiant, et effectivement, on se renseigne, on apprend et on sait grâce à Internet, comme on l'a montré le schéma tout à l'heure, les données, et l'école peut peut-être servir à autre chose, ça devient très compliqué, et les enseignants ne sont pas tous prêts à changer. Combien n'interdisent pas l'accès au smartphone, alors que dans le monde du travail, ça va être l'outil peut-être primordial pour répondre à pas mal de questions. Voilà, il y a une dissonance. Alors, de là à parler de la révolution numéro 3, ça s'annonce compliqué, d'autant plus que mon approche de la chose, c'est que là où les savoirs s'étaient déplacés, aujourd'hui les savoir-faire se déplacent. L'Internet n'écrivait pas des textes à ma place, ne faisait pas mes devoirs, ne faisait pas mes exercices, ne faisait pas les projets à ma place. Aujourd'hui, il les fait. On ne peut pas parler en contexte de compétences, mais en tout cas, des savoir-faire, il en a toute une chier. Donc il peut faire des choses, et il les fait souvent mieux que moi. Guillaume vous disait, j'ai dû mettre des fautes d'orthographe dans mon texte pour qu'on voit que ce n'était pas moi. En fait, c'est très con de la part de Guillaume, parce qu'il suffit de demander à ChatGPT de mettre des fautes lui-même. Vous lui dites, j'ai eu l'expérience en tant que directeur par rapport aux tricheries, etc., mais vous dites, voilà, écrivez ce texte comme un étudiant en première année, avec au moins 5 fautes par page et des problèmes de concept pour que j'obtienne 18 sur 20. Et hop, et vous recevez la réponse. Donc, des nouvelles questions se posent, et là, ça quitte l'école, mais l'école doit se les poser aussi.
À quoi va servir l'être humain? Alors, les questions de l'école qui me reviennent le plus souvent dans toutes les conférences, c'est les élèves vont-ils faire leurs devoirs? Nous verrons. Est-ce que vos devoirs sont pertinents dans le nouveau monde aujourd'hui? Il faudra peut-être aussi les adapter. On essaiera d'en reparler. Bonne nouvelle, 2023, c'est l'année européenne des compétences. Donc ça, les compétences, il n'en a pas encore, quoique. Là, par rapport au tronc commun et par rapport au nouveau pacte, on peut se demander aussi ce qui s'est passé, parce que là où on avait fait des grands travaux sur l'arrivée des compétences orales, tout sur les compétences, on réinstaure des gros dossiers avec savoir, savoir-faire et compétences qui ont été, et c'est logique, beaucoup de savoir permet de faire quelques compétences, mais quand on regarde le document, c'est disproportionné. On a l'impression que les compétences ont perdu leur place. Ce n'est pas le cas. Il faut juste comprendre que les savoirs nourrissent les savoir-faire, et les deux combinés permettent notamment de stimuler les compétences ou de mettre en place des compétences. Et quand j'écris quoique, c'est parce que quand je demande à ChatGPT s'il a des compétences, il me dit oui. Alors, il est aussi nul que nous en définition de compétences. Je ne sais pas, il n'y a jamais aucun prof qui m'a défini une compétence correctement. Aucun, ni à l'UNIF, ni où que ce soit. Et donc, répondre aux questions, est-ce que c'est une compétence? Générer du texte, traduire. Voilà, traduire, j'adorerais faire cette conférence un jour devant les futurs professeurs de langue ou les faux professeurs de langue. Que va devenir ce métier et que va devenir cette filière dans l'avenir? L'IA traduit en temps réel les émotions, les contenus, la réaction. On met une oreillette et on parle avec quelqu'un qui nous entend, lui, avec une oreillette dans sa langue directement. Alors, pourquoi on apprend les sciences, pourquoi on apprend les langues, va être l'élément principal. Si on apprend les langues étrangères pour communiquer, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Si on les apprend parce qu'au niveau cognitif, elles font développer le cerveau sur tel ou tel aspect, ou qu'elles permettent telle ou telle chose chez l'être humain, ou qu'elles permettent de s'assurer de ceci ou de cela, je comprendrai qu'on enseigne les langues. Donc il faudra avoir ces discussions un jour, pareil pour les sciences et pour mal de choses. Pourquoi on enseigne, et pas juste parce que c'est au programme? Est-ce que ça vaut encore la peine d'être appris? Moi, je suis un peu dans des délires, je ne vais pas aller trop loin là. Point numéro 2, c'est normal que le premier était long, je vous rassure. Vous expliquez un exemple d'utilisation de l'IA dans l'apprentissage, et évidemment l'endroit où ça se voit le plus pour l'instant, c'est la personnalisation. On a de plus en plus, en tout cas dans le supérieur, d'élèves ou d'étudiants, dans mon cas, face à nous, avec de moins en moins d'enseignants. Pénurie d'enseignants, difficile de les retrouver, plus d'étudiants qui ont accès à l'enseignement supérieur. Le tronc commun, on va espérer aussi qu'il amène plus de monde à suivre des études supérieures, etc. En tout cas, se professionnaliser davantage. Donc, on grandit les classes, on réduit les profs, budget et autres. Donc, il est de plus en plus difficile de différencier, de personnaliser les apprentissages. Évidemment, ça, l'IA, elle va pouvoir faire facilement parce qu'elle va analyser pour vous les étudiants, leur évolution, leur profil. En faisant quoi, par exemple? En adaptant aux besoins individuels. Aujourd'hui, combien de professeurs ne s'arrachent pas les cheveux avec les besoins des élèves spécifiques? L'IA, elle va pouvoir pallier à ça. Elle va pouvoir ramener chez l'élève les manquements, et ce n'est plus forcément l'enseignant de le faire. J'ai un de mes enfants qui est multi-10, par exemple. Il est équipé d'un iPad aujourd'hui. L'iPad va lire, va écrire à sa place, va l'accompagner, va faire beaucoup de choses qui vont décharger l'enseignant. Et comme il est en secondaire maintenant et qu'il a beaucoup de professeurs différents, ça ne m'oblige pas, moi, à tous les conscientiser. Il s'est lui-même équipé et est outillé. Donc, les données recueillies des profs et de mon enfant font que l'iPad analyse la meilleure façon de l'expliquer ou de l'analyser ou de le montrer à mon fils. Et du coup, il reçoit des documents adaptés. Par exemple, il doit lire un livre pour l'école en français, ce qui arrive souvent au début de secondaire. L'IA lui a lu à haute voix et posé des questions à différents moments parce que sa grande difficulté, c'est la mémorisation. Et donc, il a chaque fin de page 3 questions qui sont posées par une IA qui analyse ce qui a été lu et il travaille comme ça. Et mon enfant, qui aurait été spécialisé, je pense, dans une autre époque, aujourd'hui dans le général, est aidé par un outil d'IA. Est-ce que c'est bien, pas bien? Pas de jugement là-dessus, juste un fait. Deuxième exemple, l'apprentissage personnalisé, ça c'est plutôt aussi pouvoir expliquer aux gens d'après ce qu'ils aiment et ce qu'ils connaissent. Imaginons qu'on doit vous expliquer quelque chose de très compliqué, par exemple l'apprentissage neuronal, l'apprentissage dont on a parlé tout à l'heure des machines, le machine learning. Vous pourriez demander à l'IA de vous l'expliquer selon un aspect préférentiel. Moi, par exemple, je me suis amusé à demander, est-ce que tu peux m'expliquer le principe de la programmation neuronale en lien avec le basket, parce que j'aime le basket. Et il m'a fait vraiment une explication. Imagine que c'est un match de basket et que vous faites ceci, cela, cela. Et hop, il a personnalisé ma notion d'apprentissage avec quelque chose que je connaissais. Mais ça, c'est plus à vous, enseignants, de pouvoir personnaliser avec chacun d'entre eux. Et c'est toujours de le faire, évidemment. Mais là, ils pourront aussi eux-mêmes le demander, ou l'IA pourra le faire pour lui. Et donc, vous pourriez avoir un exercice différent pour chaque élève en classe, autocorrigé. En plus, on va revenir après. C'est justement le point suivant, les feedbacks immédiats. Encore de nouveau un outil extraordinaire. Ça fait quelques années que j'utilise ça dans mes classes. Quand j'étais prof en tout cas, maintenant c'est un peu plus compliqué.
il m'avait été expliqué à l'université de Liège, pas faire de concurrence, mais voilà, que si un élève répondait à un QCM et qu'il n'y avait pas de point négatif s'il répondait mal, il allait quand même tenter sa chance. C'est assez logique. Et bien quand il tente sa chance, il va forcément choisir une des réponses et inconsciemment, il va quand même penser que c'est la bonne réponse au bout d'un moment, parce que si vous redonnez le QCM 2-3 années après, il va reprendre les mêmes mauvaises réponses, sauf s'il a appris la bonne réponse entre-temps. En tout cas, il a ancré le feedback, enfin, sa réponse comme étant la bonne réponse, en tout cas la plus probable, parce que sa déduction est quasiment la même, et il l'ancre comme étant une réponse. Et dans ses souvenirs, ça devait être ça, je me souviens d'un truc que j'ai fait. Et donc, moi, dans mes examens, depuis quelques années, je fais des feedbacks immédiats. Chaque question, ils reçoivent la réponse directement après. Exemple, vous demandez qu'est-ce qu'un carré? Ben, chacun fait sa définition, puis j'affiche la définition, j'ai reçu les réponses. Puis question suivante, qu'est-ce qu'un périmètre du carré? Ben, heureusement qu'on a corrigé la précédente et que c'est bien ancré, et ainsi de suite. Aujourd'hui, l'IA va faire ça à votre place. Elle va directement faire les feedbacks. Il n'y a rien de pire que de prendre une copie d'étudiant, je suis désolé, vous le faites certainement tous, et de la corriger et de remettre juste les points une semaine après. Hein, dire, voilà, vous faites l'examen, ok, tu as obtenu 8 sur 10, vous distribuez, oui, j'ai eu 8, hop, dans le sac. Non, les 2 points qu'il n'a pas compris, c'était au moment où il passait l'examen qu'il fallait les expliquer. Après, en feedback, on peut corriger, mais ça devient de la remédiation, et c'est souvent très difficile, même si le programme va l'intégrer, la remédiation. Et pire, ce serait juste donner le point et dire oui, j'ai réussi, donc les 2 qui me manquent, tant pis. Et je ne sais peut-être même pas lesquels d'ailleurs, parce que je ne regarde pas ma copie, j'ai juste 8 sur 10. Donc ça, un chouette truc qu'on pourrait faire. Engagement accru, ben oui, si ce qu'on vous enseigne est lié à ce que vous aimez, vous serez plus engagé. Et les suivis de progression, ben forcément, si pendant que vous travaillez, vous avez décroché, vous avez eu du mal ou quoi au caisse, ben l'IA va vous relancer. L'IA peut être un coach, comme le coach sportif peut être un coach pédagogique à côté de vous. Voilà. En bien, en mal, c'est chouette, c'est pas chouette, c'est juste de nouveau des faits, des choses qui sont potentiellement faisables. Alors j'ai pris 2 exemples de logiciels et puis j'en ai pris toute une chier pour me lier aux sciences un maximum. Donc Duolingo, vous connaissez Duolingo, j'imagine, un petit programme pour apprendre les langues. Et bien Duolingo intègre l'IA depuis quelques semaines. Et maintenant, vous avez un test d'entrée, des exercices personnalisés, des niveaux d'anglais en fonction des métiers que vous faites, etc. Donc si vous dites, vous passez un test, il analyse le niveau, il voit vos faiblesses, vous dites quel métier vous faites, il vous fait des exercices personnalisés pour que dans votre métier, vous puissiez parler à différentes situations professionnelles, par exemple. Ou bien vous allez voyager à tel endroit, vous voulez apprendre la langue, donc c'est ce vocabulaire-là. Ce n'est pas un programmeur qui l'a fait, c'est l'IA qui choisit dans ses données ce qui est le mieux pour vous. La Khan Academy, si vous connaissez aussi, hein, il y a notamment une partie sciences dans l'académie qui est pas mal faite, même s'ils sont plus spécialisés maths. Mais dans la Khan Academy, vous avez maintenant, depuis quelques semaines aussi, c'est tout récent, un compagnon. C'est-à-dire que tout au long de votre apprentissage, vous avez un petit chatbot avec qui vous parlez. Et ce chatbot vous dit « Ah, tu as raté cet exercice-là, ce serait bien que tu fasses celui-là. » Ou bien « Je te relance sur ça. » Ou bien « Je te pose des questions. »« Tiens, c'est étonnant, ça fait 3 fois que tu te trompes. La semaine dernière, tu ne te trompais pas. Qu'est-ce qui a pu t'influencer ?» Et il y a un dialogue qui se fait avec une machine qui relance à la fois l'attention, mais aussi les capacités cognitives de l'élève pour voir s'il a bien compris, etc. Et qui s'adapte à la métacognition. À force de voir que l'élève réussit tel ou tel exercice, il va en proposer des similaires ou au contraire tester à la fin la compétence et puis le savoir-faire sur un autre type de question où on évalue la même chose. Bon, ça devient un peu technique. Pour ce qui est des sciences, voilà quelques exemples. Labster qui fournit des retours personnalisés sur des expériences, donc vous pouvez mélanger, etc., différents produits. Et il vous fait des retours personnels, donc par rapport à ce que vous avez tenté de faire. Bio-Digital Human, c'est de l'IA avec un casque de réalité augmentée. Donc vous allez avoir quelqu'un en face de vous, vous mettez les lunettes et vous allez voir à travers son corps ses différents os, etc., de manière virtuelle évidemment, et il va pouvoir les identifier, les reconnaître, etc. Il fait même ça sur des personnes handicapées pour voir les membres manquants éventuellement, etc. C'est assez impressionnant. Molecular Workbench qui va vous permettre de poser des questions un peu comme ChatGPT, mais directement sur la question de la chimie et de la physique, si je me souviens bien. Smart Science Education qui lui va proposer des parcours individualisés aussi dans des laboratoires virtuels. Et enfin, CK12 Foundation, qui est peut-être le truc le plus en lien avec ce qu'on a parlé avant au niveau du pacte, qui est carrément tout le programme d'un pays qui est mis dans un logiciel d'IA et qui accompagne l'élève avec des leçons individuelles. Si vous avez peut-être suivi l'e-learning des années avant Covid, où on pouvait obtenir son CESS en ligne, c'était des humains qui répondaient aux questions. Aujourd'hui, il y a des pays où le CESS peut être appris par une IA qui nous suit à la place d'un être humain. Alors, ça touche l'emploi, etc. Je ne rentre pas dans ces débats-là, mais en tout cas, c'est réaliste aujourd'hui. Alors, que peut faire l'IA pour les enseignants ? Pas mal de choses, automatiser des tâches, analyser des données, etc., etc. Donc un maximum de choses pour que vous puissiez évidemment être soulagé et faire d'autres tâches. C'est ce que prétend en tout cas l'IA. Je ne vais pas être trop dans le détail, vous trouverez ça sur Internet sans problème.
Il y avait un point sur le développement des compétences du XXIe siècle proposé par l'intelligence artificielle lorsque j'ai conçu... Ah, oui, en fait, ce chapitre-là, ce que le ChatGPT m'a fait, c'était de la merde. Donc je l'ai laissé, j'ai voulu le présenter, et puis je me suis dit qu'en fait, il veut toujours avoir une réponse. C'est comme un élève un peu chiant, quand tu veux toujours donner la bonne réponse. Et lui, il sait, lui. Il va, même s'il doit tirer par les cheveux une truc, un pilote tracté, c'est tirer par les cheveux, même s'il y a un lien à tirer par les cheveux, il va essayer de vous en donner une. Et là, franchement, c'était ridicule. Oui, l'IA peut aider à la pensée critique, parce qu'il peut fournir un grand nombre de documents analysés. Bah, vous aussi, vous ne pouvez pas grandement être aidé. Oui, l'IA peut aider parce qu'il peut faire des scénarios complexes pour des situations d'apprentissage des élèves. Bah oui, là aussi, vous êtes bon. Donc voilà, ne faites pas toujours confiance, restez aussi dans votre vision humaine. Et là, pour les compétences du XXIe siècle, oui, elles seront nécessaires pour maîtriser l'IA, mais l'IA n'est pas forcément l'outil indispensable pour les obtenir, contrairement à ce qu'il dit lui-même. Allez, je passe au point suivant. Enjeux éthiques et responsabilité. Bah là, effectivement, vous, en tant qu'enseignant, vous allez avoir un grand travail à faire autour de ça. Vie privée et sécurité des données. Vous avez vu tout à l'heure, demander de faire mes horaires, ben, ça impacte la vie privée, etc. Donc si vous voulez que vos élèves aient des réponses et des feedbacks intelligents, il faut qu'ils les connaissent. S'ils les connaissent, ils rentrent dans la vie privée. C'est compliqué. Hein. Pensez au compteur intelligent de vos panneaux photovoltaïques, dont on n'aurait pas de parler pour l'instant. Ben, si on veut que ça devienne intelligent ce système, il faut qu'on rentre dans votre vie privée, et les conflits sont là. Il y aura les mêmes conflits à l'école. Les biais et l'équité, ben, l'accès à tout le monde. Les biais aussi sur la capacité ou pas de l'IA à répondre à tel ou tel profil. Transparence et compréhensibilité, ça fait un lien à la première DIA, le fameux FMTTN, où il va falloir effectivement que les élèves comprennent ce que fait l'IA, mais que l'IA soit suffisamment transparente pour qu'on puisse comprendre ce qu'elle fait. On a fait une expérience il n'y a pas longtemps, on a fait travailler 2 IA entre elles, discuter. Il fallait qu'elles discutent et qu'elles voient vraiment de quoi elles allaient parler. Au bout de quelques heures, les 2 IA ont inventé un langage qu'on ne pouvait plus comprendre. Donc elles ont communiqué entre elles de façon beaucoup plus rapide, un autre langage plus efficace. Et là, on était perdus. Et si ça nous arrive un jour, c'est Terminator. C'est la fin du monde complètement. Donc il faut qu'on soit capable de produire des choses au niveau informatique. On a des règles, on a des lois, etc., qui se mettent en place au niveau mondial pour éviter, évidemment, que ça ne dérape. Et là, voilà, transparence et compréhension sont les 2 clés. Ça doit être transparent, mais ça doit aussi être compréhensible et compris par les élèves du monde de demain. Des prises de décision automatisées, il faudra faire attention à ça aussi. Hein. Aujourd'hui, on parle, dans différentes universités que j'ai rencontrées cette année-ci, de faire des délibérations sans être humain. Il y a les points, il y a les notes, il y a les suivis. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'un humain se mêle de ça? Il suffit de faire des moyennes et que ça sort tout seul. Ce n'est pas ça une délibération, donc attention. La responsabilité, évidemment, dans les usages, je ne vais pas aller plus loin. Les apprentissages de bas niveau, ça c'est un truc qui me tient aussi à cœur. On a fait passer les examens donc, de mon école, c'est un bachelier en informatique. ChatGPT réussit la première et la deuxième. Il a réussi tous les examens de première et de deuxième, sans aucun problème. Il rate ceux de troisième pour le moment. Donc, compliqué de faire en sorte que nos élèves en face de nous, nos étudiants dans ce cas-là, soient intéressés par ce qu'on leur enseigne si, en quelques mots, on tape dans le ChatGPT et on a la réponse. Et donc parfois, maintenant, on a des étudiants de 3e année, c'est tard quand même, ils ont plus de 21 ans, pour les plus chanceux d'entre eux. Et à ce moment-là, ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont toujours pas triché. Ils ont utilisé un outil qui a fait à leur place. Et ces savoirs et savoir-faire nécessaires pour développer la compétence, ils les ont confiés à quelqu'un d'autre. Et quand on teste la compétence, bah merde en fait. Je ne suis pas compétent parce que j'ai toujours fait appel au savoir-faire d'autres personnes. Donc il y a un vrai enjeu. La pensée disruptive, c'est ce qu'elle n'est pas capable de faire l'IA, et c'est là-dessus que vous pouvez jouer aussi, c'est penser autrement que ce que les données vous donnent. C'est un peu comme si tout le monde était dans le même sac. Si 98% des étudiants ont ce profil-là, ChatGPT va proposer un scénario pour ces 98%-là. Il ne va pas être créatif, il ne va pas créer un nouveau truc pour que les 100% soient inclus. Ça, c'est la pensée disruptive qui va demander de penser autrement. Si vous voulez des exemples de sociétés qui ont fait ça, Kodak, pas de pensée disruptive, on a toujours fait des photos, on fera des photos, on est mort. Philips, on a toujours fait des appareils électroménagers, on est bon en appareil électroménager. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez en quoi Philips gagne le plus d'argent. C'est dans tout ce qui est médical, en fait, et y compris une partie nucléaire, parce que c'est le domaine médical nucléaire et pas le nucléaire général, pour la production électrique, c'est plutôt le nucléaire pour le médical. Donc effectivement, ils ont à un moment dit, voilà, il faut qu'on change nos habitudes. Au lieu de poser la question à ChatGPT, si ça avait été le cas, comment encore continuer à vendre mes frigos? Non, que puis-je faire avec mes compétences pour vendre autre chose aujourd'hui et être compétitif demain? Ça, c'est une pensée disruptive, et ça, c'est vous qui l'amenez, la machine ne le fait pas encore. Alors pour info, il y a plein d'outils qui servent à faire ça, à développer ces compétences-là. Je vous donnerai les DIA et vous pourrez regarder. Avant de terminer sur les perspectives, je crois que j'ai pris beaucoup de retard aussi, moi.
Je voudrais vous montrer 3 petites vidéos très courtes sur des retours d'expérience pour que vous puissiez aussi voir à quel point, aux différents coins du monde, on gère l'IA et on voit l'IA dans l'éducation de manière très différente. Vous allez avoir le Québec. Vous vous doutez bien que le Québec a une vision assez sympathique de la chose. Vous allez voir la Chine. J'ai rien dit. Et vous allez voir la France. Et la France est forcément comparable à ce que nous, on est, au niveau de réflexion qu'on a aujourd'hui. Les 3 articles, les 3 vidéos ont moins d'1 an, donc c'est très récent. C'est une première session sous le signe de l'intelligence artificielle qui a pris fin. Nous avons réuni des actuels et futurs étudiants universitaires pour un bilan. Ça change complètement la manière dont on mène son apprentissage. ChatGPT, ça va vraiment faire partie de notre futur. Est-ce que vous avez utilisé ChatGPT ou si oui, comment? ChatGPT, pour moi, c'est exactement comme Wikipédia. Une source que tu peux utiliser quand tu veux en apprendre davantage sur un sujet. Je suis une peureuse. Je voulais pas être attrapée avec de la fraude. Je connais beaucoup d'amis qui l'ont utilisé, c'était très bénéfique. Pour l'université, je vais y penser. Selon des chiffres préliminaires, 22% des étudiants universitaires ont utilisé, rarement, parfois, souvent ou toujours, ces nouveaux outils ces derniers mois. Ça fait gagner un temps fou parce qu'au lieu d'aller chercher moi-même des informations qui se complètent entre elles, ça fait un condensé qui me fait gagner un temps vraiment important. J'ai des collègues qui l'ont utilisé. Puis il y a plein de manières d'utiliser, des manières qui sont plus légitimes, des manières qui sont un peu plus problématiques. Et j'ai aussi vu des gens qui copient-collent directement, sans citer, sans rien. Là, avec ChatGPT, les méthodes de détection sont pas encore développées. Je dirais que les gens s'essaient beaucoup. Les étudiants et les étudiantes qui sont à l'université ou au cégep, la plupart sont très conscients que s'ils font juste utiliser ChatGPT dans leurs travaux, ils n'atteindront pas ces connaissances-là, puis ils ne seront pas outillés sur le marché du travail. Tout le monde est dépassé par cet événement-là. C'est un tsunami, là. Cette experte en intégrité académique confirme qu'il y a de bonnes et de mauvaises manières d'utiliser l'intelligence artificielle générative. Ce qu'on veut, c'est que les étudiants se servent de cet outil-là comme aide à la rédaction et non pas comme outil de rédaction. Un outil de rédaction, c'est du plagiat. Un outil d'aide à la rédaction, ça peut être tout à fait intègre. Et c'est ce qu'elle s'applique à enseigner aux centaines de professeurs qu'elle a rencontrés dans les derniers mois lors de formations aux 4 coins de la province. On a un peu de retard. On a un peu de retard, mais on va dans la même direction. C'est assez sympathique. Là, je vous montre la Chine. China has big plans to become a global leader. Je suis désolé, c'est en anglais, je n'ai pas la version française, mais je pense que c'est accessible. Ça fait un petit peu plus... Hop, je reviens en arrière. Voilà. Oui ou non? Peut-être. Hop. China has big plans to become a global leader in artificial intelligence. It has enabled a cashless economy where people make purchases with their faces. A giant network of surveillance cameras with facial recognition helps police monitor citizens. Meanwhile, some schools offer glimpses of what the future of high-tech education in the country might look like. Good job! Classrooms have robots that analyze students' health and engagement levels. Students wear uniforms with chips that track their locations. There are even surveillance cameras that monitor how often students check their phones or yawn during classes. These gadgets have alarmed Chinese netizens. But schools say it wasn't hard for them getting parental consent to enroll kids into what is one of the world's largest experiments in AI education. A program that's supposed to boost students' grades while also feeding powerful algorithms. 为了就是国家的这个研究呀、发展呀，我觉得是没有问题的。 The government has poured billions of dollars into the project, bringing together tech giants, startups, and schools. We got exclusive access to a primary school a few hours outside of Shanghai. To see firsthand how AI tech is being used in the classroom. For this 5th grade class, the day begins with putting on a brainwave sensing gadget. Students then practice meditating. 现在想象我们眉心有一点柔和的光芒绽放。 The device is made in China and has 3 electrodes, 2 behind the ears and 1 on the forehead. These sensors pick up electrical signals sent by neurons in the brain. The neural data is then sent in real time to the teacher's computer.
So while students are solving math problems, a teacher can quickly find out who's paying attention and who's not. 说明这段时间他是有点在那走神的。 A report is then generated that shows how well the class was paying attention. Vous trouverez la vidéo sur YouTube. Vous trouverez la vidéo sur YouTube parce qu'elle est trop longue pour vous la montrer en entier, mais voilà. Vous avez vu que c'est une autre vision des choses. Là, je pense que M. Romainville ne me contredira pas, mais l'avantage d'être belge, c'est qu'on est souvent les derniers, on est souvent en retard, mais les autres ont tout testé avant. Donc du coup, on peut voir le bon, le mauvais, et trouver notre propre schéma. C'est comme l'arrivée du numérique dans les classes. Donc le programme de numérique commence en P3, donc c'est cette année-ci qu'on va commencer, avec parfois 10 ans, 15 ans de retard sur d'autres pays européens. Mais en même temps, le programme, il est basé sur toutes les expériences que d'autres ont fait, et donc le programme est, à mes yeux, assez chouette. Voici ce que la France a comme réflexion actuelle. Vous allez voir qu'on est plus ou moins au même stade. On observe, on a des idées, on a des idées. Ça fait un petit peu plus de 2 ans qu'on travaille sur l'intelligence artificielle. On travaille sur l'aide qu'on peut apporter aux élèves dès le premier degré, en cycle 2, en mathématiques et en français. Et ensuite, on travaille aussi en fait, sur la façon dont on peut accompagner l'élève dans sa globalité, à la fois en fait, dans toute sa scolarité, mais également sur une année en interdisciplinaire. Nous avons une approche qui est essentiellement éthique, qui redonne complètement sa place, qui donne sa place au professeur. Ce que l'on veut, c'est avoir des éléments factuels qui nous permettent en fait d'aider les élèves, d'aider les familles, d'aider les enseignants et d'aider le système éducatif à être toujours en progrès. Donc voilà, désolé, c'est la dia suivante, mais c'est pas grave. Donc vous montrez que là où le Canada est déjà sur des retours d'expérience, là où la Chine est en train de le mettre en place, nous, on répond aux inquiétudes et on observe de loin. C'est un peu ce que j'ai fait là pendant 1 heure, hein, donc je ne crèche pas dans ma propre soupe. Mais voilà, il va falloir qu'à un moment, on aille aussi vite que eux ou qu'on rattrape notre retard. Le système belge est plutôt dans le mode rattraper le retard. Donc en attendant qui qu'on pense, ben, c'est vous dans les classes, les enseignants, qui, tant que le système ne vous oblige pas, ne vous le propose pas, c'est à vous de voir comment vous l'intégrer. Et là, évidemment, c'est à vous de trouver avec les formations de comment faire. Alors j'essaie de vite terminer parce que je vois qu'il est vraiment tard et que j'ai encore 10 dias. Vous dites simplement les perspectives à venir. Alors l'apprentissage avancé, vous l'avez compris, adaptatif avancé, vous avez compris que c'est vraiment les tendances actuelles, c'est là-dessus que les chercheurs bossent. L'évaluation, on en a parlé aussi. Il y a beaucoup de travail sur le feedback immédiat, le suivi, notamment dans les MOOC. Alors, les MOOC, c'est les cours suivis massivement en ligne, où il y a parfois jusqu'à 20 000 étudiants dans une classe. Ben forcément, pour pouvoir les évaluer, on va demander à un prof de corriger 20 000 copies, donc on va demander à une IA de le faire. Et de la même façon, avant, l'apprentissage est personnalisé pour chaque étudiant, malgré qu'il soit 20 000, par une IA, pas par l'être humain. Autre tendance émergente, c'est l'apprentissage par projet enrichi par l'IA, où les exercices, les projets, les situations sont conçus, elles aussi, par l'IA. Là où on allait chercher des expériences de terrain avant aujourd'hui, ben on peut compléter d'expériences fictives conçues par l'IA, qui sont pertinentes. Honnêtement, il fait des chouettes propositions. Les IA conversationnelles, comme j'ai parlé tout à l'heure avec Khan Academy, ben on va de plus en plus trouver dans l'accompagnement à l'apprentissage une aide virtuelle. Google pensait à des lunettes pendant un moment. Aujourd'hui, on est plus dans des outils vocaux, etc., avec les Google Home, les Siri et autres. On verra vers quoi on ira, mais des assistants à l'apprentissage vont exister. De la même façon que les assistants existent sur vos ordinateurs pour adapter la lumière, l'éclairage par rapport à l'heure qu'il est, l'économie, l'écologie, ben vous aurez aussi des rappels attentionnels, des contenus, etc. dans vos machines. Et enfin, la dernière tendance émergente, c'est la formation continue des enseignants. Vous avez peut-être vu aussi qu'au niveau du pacte, il y a une manière de se former qui va pouvoir être autonome par rapport à avant où il fallait aller suivre des IFC et autres. Bien, là aussi, il y a pour l'instant des grosses réflexions sur comment aider à identifier les difficultés des enseignants, les points forts, les points faibles, les manquements, pour pouvoir les former de manière personnalisée et faire les mêmes actions que dans les autres cas. Les innovations potentielles, qu'est-ce qui vous pourrait venir après? Comme ça, vous avez déjà une petite idée de ça. C'est notamment l'apprentissage multimodal. C'est-à-dire que pour l'instant, ChatGPT nous fournit de l'écrit, tel site nous fournit de la vidéo, tel site nous fournit de l'audio. Il n'y a encore rien qui nous fait vraiment des mix complets pour permettre d'avoir une compréhension fine. Du style, je n'ai pas bien compris l'apprentissage neuronal ou l'apprentissage learning machine, montre-moi en vidéo, fais-moi une démonstration ou quoi, il ne fait pas. Il va dire je suis bloqué, à limite pour l'instant. Donc le multimodal, les différents modes dans le même outil, c'est les prochaines évolutions éducatives de l'IA. L'augmentation des collaborations à distance, ça aussi, hein, là où on devait être synchronisé, où on faisait des visios, etc., ben, tous ces outils Teams et autres sont en train d'évoluer et d'intégrer l'IA. Ça va encore évoluer de manière très importante et ça va normalement soulager aussi le travail des enseignants.
en espérant que l'IA apprenne de l'enseignant pour pouvoir aussi distribuer les savoirs de façon plus ou moins identique ou de façon collaborative. Et enfin, l'analyse de l'apprentissage social et émotionnel, c'est un peu ce qu'on a vu de façon caricaturale et horrible en Chine, mais c'est quand même aussi aller plus loin que simplement le moment éducatif. C'est aussi savoir ce que l'élève à ce moment-là est capable de percevoir parce qu'il y a des émotions, parce qu'il y a des comportements sociaux, etc. Guillaume rigolait avec les premiers de classe qui ne serviront plus à rien. C'est un petit peu ça aussi, se demander tiens, comment est-ce qu'on peut réguler le niveau social, le niveau émotionnel d'une classe pour qu'elle soit prête à apprendre, etc. L'IA va pouvoir analyser et donner des éléments par rapport à ça. Il y a des réflexions en cours. Ça va, je vais y arriver. Les enjeux pour demain, des dernières réflexions, c'est les mêmes que pour le numérique. J'enlève IA, je mets numérique, je vous fais quasiment le même topo. Transformation des rôles des enseignants. Oui, si le savoir est ailleurs et si le savoir-faire commence à être ailleurs, il va falloir qu'on fasse autre chose que de transférer des savoirs et que de faire acquérir des savoir-faire. Il va falloir qu'on soit compétent dans un accompagnement à l'apprentissage et donc peut-être plus de psychopédagogie dans les didactiques, ce que je sais fait très peur aux didacticiens. L'accès équitable à l'éducation, ça il faudra faire attention évidemment que tout le monde y ait accès et que l'IA inclut tout le monde pour y avoir accès. Les nouveaux modèles pédagogiques vont être créés et on va enseigner différemment, donc les modèles vont changer. Là où on est en train encore aujourd'hui de faire du Vygotsky qui a plus de 200 ans, ou plus de 100 ans, pardon, là il va falloir être beaucoup plus rapide dans nos modèles pédagogiques parallèlement à l'évolution du numérique, et ça c'est très compliqué. Et enfin, les fameuses nouvelles compétences des élèves. Là où, comme je vous disais tout à l'heure, on va apprendre à écrire des mails aujourd'hui en 2023 aux étudiants, il faudrait qu'on leur apprenne à décoder de l'IA. Donc on a un retard et des compétences qu'on va devoir pallier. Et avant que le programme du prochain pacte ou autre nom qu'il aura sorte avec un accord gouvernemental, la rédaction, et beaucoup de courage pour les 3-4 mois ou plus pour pouvoir faire la suite du tronc commun, ça prend du temps tout ça, donc c'est à l'enseignant de sa classe de pouvoir anticiper. C'est plus au politique, dans son temps politique, qui est capable de répondre à ces besoins-là. Pour être directement dans les sciences et tout ce que je vous ai dit, bien oui, pour vous quoi ? Personnalisation de l'apprentissage, évident, ça marche pour vous. Apprentissage adaptatif, ça marche pour vous. Tutorat virtuel, l'accompagnement des élèves en difficulté, ce n'est pas forcément un autre élève qui peut la faire, ça peut être l'IA. Les simulations et l'expérimentation virtuelle, ça c'est assez nouveau, mais l'IA s'y intègre. Laboratoire a été augmenté aussi. L'analyse de données, création de contenu pédagogique, analyse de performance, etc., etc. Vous voyez que vous êtes touché directement aussi. Et je termine par 3 dias rapides, mais qui s'enchaînent, en vous disant juste qu'il y a un vrai risque de rater le tournant de l'IA comme on a raté celui de la télévision ou celui du numérique. Si vous regardez la télévision, pour faire simple et rapide, on ne l'a pas beaucoup enseigné et beaucoup utilisé de manière intelligente à l'école. Aujourd'hui, c'est téléconnerie qui prime. Les émissions les plus utilisées, les plus regardées, c'est des Koh-Lanta, c'est les enjeux de la télé-réalité et autres. On n'a pas réussi à faire en sorte que nos élèves soient des adultes qui consomment la télé de manière intelligente. Pourtant, il y a des émissions super à la télévision et des choses à apprendre. On ne leur a pas appris. Numérique, même chose. On est en train de râler parce qu'ils vont sur TikTok, mais qui leur apprend à faire autre chose avec de leur téléphone et qui les motive à leur montrer ce qui est chouette à faire autrement. Le programme va le faire, mais il y a aussi votre responsabilité. Et l'IA, c'est la même chose. Si on nie ou si on fait semblant qu'elle n'existe pas, un jour, qu'est-ce qui va se passer ? On va crier « Maman, j'ai raté l'IA ». Et on va se retrouver avec une image qui ne va pas nous plaire, mais c'est celle de Wall-E, pour ceux qui ont vu Wall-E, où si on n'apprend pas à l'utiliser et on ne la comprend pas, on va devenir des consommateurs. On est des consommateurs de télévision, on est des consommateurs d'Internet. 13% de la population produit sur Internet, c'est trop peu. 13% nourrissent Internet. Donc ce qui est sur Internet, c'est 13% de la pensée des gens. C'est quand même pas assez, il faut qu'on puisse produire plus pour qu'il y ait des données, pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse tous avoir vraiment une vision. Donc s'il y a peut-être de la haine sociétale et autres, c'est parce que les 13% qui communiquent sont peut-être de ce bord-là. Il reste tout un paquet de monde qui ne communique pas. Et donc là, c'est la même chose. Si on laisse faire l'IA, si on ne s'en occupe pas à l'école, si on ne s'occupe nulle part, bien, chouette, on pourra se reposer avec nos télé devant nous, etc., c'est certain. Mais d'un autre côté, on va perdre tout à fait la déconnexion. Il y a une solution, et c'est mon avant-dernière dia. Je tease la fin. C'est ce qu'on appelle les cobots. Et ça, j'y crois vraiment dur comme fer, et je pense que c'est comme ça qu'on peut imaginer l'enseignement de demain. C'est comment on peut cohabiter avec des robots, pour le montrer en mode physique, mais c'est aussi avec l'IA en manière numérique. Et c'est là-dessus que tout fonctionne aujourd'hui. Quand vous allez dans des entreprises qui cartonnent, qui évoluent, elles sont dans une collaboration humain-machine, humain-intelligence artificielle, qui font qu'on arrive à avancer. Le monde de l'industrie aujourd'hui, c'est ça, c'est savoir collaborer, c'est savoir donner une instruction correcte à un robot, c'est savoir récupérer des données, c'est savoir la programmer, l'adapter, le réparer. Ce n'est pas forcément n'avoir que des concepts théoriques ou des savoir-faire que le robot va faire à notre place.
c'est sécurisant, c'est plus rapide, c'est jour et nuit, ça a plein d'avantages pour la société. Ça en a d'autres, ça détruit l'emploi aussi. Mais l'être humain en relation avec lui sont pour l'instant ce qu'il y a de plus efficace et de plus pertinent. Et ma dernière dia, c'est juste le score final. Je vous avais dit qu'on faisait un combat avec l'IA pour voir qui avait produit quoi. Il y a eu 56 dia présentés, ça a été chargé. Et sur les 56 dia, il y en a 28 de moi, 28 de lui. Alors je ne sais pas si vous avez perçu lesquelles étaient les siennes et lesquelles étaient les miennes. Évidemment, il n'y a que moi qui ai parlé, ou sauf une fois. Mais voilà, est-ce qu'on a travaillé ensemble? Est-ce que ce qu'on a fait aujourd'hui est plus pertinent parce qu'on a bossé ensemble? Est-ce que je me suis fait bouffer par l'IA et finalement j'ai présenté ce qu'il voulait vous dire? Ou est-ce que moi j'ai rejeté l'IA et j'ai présenté ce que je voulais dire malgré ce qu'il est fait? Alors, je vous laisse avec ces questions-là, réfléchissez-y, et vous-même voyez comment vous voulez intégrer l'IA dans vos propres professions à l'avenir. Merci beaucoup. On n'aura pas, malheureusement, je sais qu'il est un peu tard, donc on n'aura pas le temps pour des questions, mais je vous invite à venir trouver Monsieur De Geer pendant votre pause repas. Ne quittez pas tout de suite. On a encore deux toutes petites communications à vous faire passer. L'une de Monsieur André Fusfa. Je fais vite. Hop. Je me permets. Merci. Hop. Il n'y a que deux dia. Une. Hop. Voilà. Très bien. Bien. Bonjour, je suis le professeur Fusfa. Alors, je vais vous donner une petite anecdote pour motiver ce que je viens vous présenter en 5 minutes. On a interrogé avec un copain ingénieur ChatGPT, on lui a demandé, voilà, nous on s'intéresse aux voyages spatiaux, et on a demandé à ChatGPT quelle était la meilleure période de l'année pour partir en voile solaire de la Terre, pour aller par exemple vers les étoiles ou un peu plus près. Et ChatGPT, après un début de réponse satisfaisant sur la technique des voiles solaires, nous a répondu, il vaut mieux partir en été, parce que la Terre est plus proche du Soleil en été. Les connaisseurs d'astronomie apprécieront, les autres n'ont déjà plus de cheveux. Voilà. Alors, c'est le genre de... Donc, la réponse est mauvaise. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous conseille de venir à mes cours. C'est l'axe de rotation de la Terre qui est responsable des saisons. Et puis, il n'a pas dit si c'était l'été dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Et ChatGPT a probablement répété des erreurs stéréotypées qu'on retrouve partout. Et ces erreurs stéréotypées en astronomie, on les a souvent, que ce soit qu'y avait-il avant le Big Bang, est-ce qu'il y a des preuves scientifiques de l'existence des dieux, est-ce que le multivers existe, etc. Et avec des collègues, on avait un peu marre de ces aspects pseudo-scientifiques qui traînaient un peu partout dans la culture populaire. On s'est dit, on va proposer une formation pluridisciplinaire pour aborder les sciences et philosophies de l'univers et pour vous donner des bons outils. Alors, en pratique, cette formation continue non certifiante, elle va démarrer en janvier 2024. Donc, elle est organisée par mes collègues, donc moi-même, un professeur d'astronomie, Julien Cruels, qui est un médiateur scientifique à la coupole astronomique, les professeurs Dominique Lambert et Olivier Sartenard, qui sont physiciens et philosophes. Et donc, sur ce programme, on aura des bases d'astronomie théorique, mais aussi pratique, apprendre à reconnaître les constellations, apprendre à faire découvrir le ciel, une formation similaire à ce que font les animateurs de planétarium, par exemple, des observations à notre coupole astronomique pédagogique, que vous voyez ici. Il y en a qui ont eu la chance d'aller la visiter l'année dernière. Eh bien, là, c'est une démonstration de nuit avec le laser de pointage. C'est ce qu'on fait avec les étudiants. Donc, à l'issue de chaque cours, le mercredi après-midi, si la météo le permet, on vous emmènera à la coupole pour faire des observations, des éléments de cosmologie scientifique, et donc pas de cosmogonie, des éléments sur l'histoire des sciences, l'épistémologie, les rapports sciences, philo et théologie. Et pour ceux et celles qui n'en auraient pas assez, on fera aussi un stage d'approfondissement à l'astronomie pratique, ce qu'on appelle l'astronomie amateur, qui est simplement l'astronomie pour laquelle on n'est pas payé. Voilà.
Alors, si ça vous intéresse, le site se trouve ici en bas. Les inscriptions sont ouvertes, si je vous ai déjà convaincu. Et avant de vous laisser aller manger, vous laisser pour la deuxième annonce. Ben voilà, je vous mets un aperçu du site. N'hésitez pas, on est à votre disposition. Merci. On a aussi demandé à ChatGPT quel serait le meilleur moment pour envoyer une fusée sur le Soleil. Il a répondu que pour éviter qu'il y ait le bruit, il fallait partir de nuit. Je laisse la parole à Isabelle Paterno qui va nous faire une petite annonce au sujet de Playful Science. Voilà, donc je suis bénévole au niveau de Science on Stage Belgium, donc c'est des associations, une association nationale qui met au point des ateliers pour les profs. Donc il y a un festival d'expérience des profs pour les profs. Ça se fait au niveau national à Bruxelles le 18 novembre et ça se fait au niveau européen en Finlande l'année prochaine au mois d'août. C'est vraiment vous qui pouvez venir présenter des petites manips sur des petites tables à d'autres professeurs qui viennent s'enrichir et parfois rebondir. Et même quand vous présentez quelque chose qui n'est pas tout à fait abouti, vous ressortez de là avec quelque chose qui est encore meilleur. Donc franchement, n'hésitez pas à présenter ou à venir profiter de ce qui sera présenté. Donc il y a toute une partie aussi de spectacle. Ça s'appelle Science on Stage, donc on aime bien quand c'est des couleurs, quand ça sent, quand c'est visuel. Donc on revient vraiment, c'est pas du tout artificiel, c'est du concret. Voilà, donc c'est le 18 novembre, on distribue les flyers à la sortie. Voilà, on a envie d'être un maximum là aussi. Merci.